Bonjour les CM1, donc je vais commencer la lecture de l'album Zap la guerre que nous devions lire depuis maintenant déjà 2 semaines. On va commencer par s'arrêter un petit peu sur la couverture de cet album. Donc vous reconnaissez, on en avait parlé en classe, le dessin d'un poilu, ces soldats de la Première Guerre mondiale qui ont combattu pour la France. Alors sur cette couverture, le poilu est représenté de manière un petit peu particulière parce qu'on voit ses blessures, comme les blessures qu'il a pu avoir sur le champ de bataille. Et on voit déjà que c'est une histoire un petit peu curieuse que nous allons découvrir, car ce poilu est représenté avec un feu tricolore, comme il en existe aujourd'hui. Et donc il peut sembler curieux de voir un poilu de 1914-1918 venir dans un monde où les feux tricolores existent déjà. Donc vous allez voir que ça a un rapport avec le fait que les soldats vont revenir en France aujourd'hui pour voir, pour vérifier quelque chose, et c'est ce que nous allons chercher aujourd'hui. Donc le titre de cet album, Zap la guerre, on verra à la fin de l'histoire pourquoi est-ce que le mot Zap a été utilisé. C'est un album écrit par et illustré par Pef, donc un auteur que vous connaissez peut-être avec Le Prince de mots tordus. Et donc il est mis en avant dans le cadre des 100 ans, il avait été mis en avant il y a 2-3 ans dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Voici la première illustration de l'album. Donc sur cette illustration, vous reconnaissez probablement un monument aux morts, comme celui que nous sommes allés voir à Hérodoire il n'y a pas très longtemps. Et il se passe des choses curieuses sur un soir autour de ce monument aux morts, car vous voyez que d'anciens combattants, d'anciens poilus, sortent de ce monument aux morts, et ils sortent avec les blessures qu'ils ont reçues à la guerre. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se produire réellement, hein, c'est une histoire qui est inventée. Mais on imagine que les soldats reviennent dans le monde actuel pour voir un petit peu ce qui s'y passe. On se rend compte qu'on est dans le monde actuel aujourd'hui parce qu'on a des voitures garées, stationnées devant le monument aux morts, un éclairage électrique, ce qui n'existait pas à l'époque de la Première Guerre mondiale. On ne le regardait presque jamais. Sur la place de Rezé, le monument aux morts était sans vie. Ce soir-là, on ne le voyait carrément plus lorsque dans le brouillard, ils sont un à un apparus, se détachant lentement de sa masse de pierre. Ni gens, ni fantômes, juste des apparences, en manteau bleu horizon, dans leurs pantalons rouges sang d'août 1914. À l'heure où toute la ville essaye de ne penser qu'à bien dormir, des dizaines de soldats quittaient leur monument pour un effrayant carnaval militaire. Donc cette histoire se situe à Rezé, c'est une ville près de Nantes, pas très loin de Rennes. Et donc des dizaines de soldats sortent du monument comme s'ils venaient défiler pour faire un carnaval, mais un carnaval militaire, vu qu'ils sont en tenue militaire, et effrayant, parce qu'ils sortent du monument aux morts avec toutes leurs blessures apparentes. De l'un était partie la moitié du visage, à l'autre manquait une main ou un œil, des jambes presque emportées, et cette boue séchée en plaques, et toute cette poussière autour des moletières. Des pieds nus rétrécis par la terreur, orphelins de leurs godillots, et tous ces fusils, certains tordus, d'autres fondus dans des mains qui s'agrippaient encore. Il y avait là 288 soldats, debout, comme ils étaient morts, regroupés en rang brouillon. Ils s'étaient mis en marche sur ordre d'un officier en gants blancs, le lieutenant Marc de Monty de Rezé. « Mission spéciale de grande vérification !» avait-il annoncé. Donc sur cette illustration, on distingue les soldats avec les différents types de blessures qu'ils ont pu recevoir à la guerre. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais ce ne sont que des illustrations. Toutefois, c'est ce qui a pu se passer dans les tranchées. On a quelques mots qui correspondent à leur équipement militaire aussi. Les moletières. Alors les moletières, je vais essayer de vous le mettre un petit peu en couleur. Voilà, ici. Vous voyez là où je mets un petit peu de jaune pour l'instant. Donc ce sont les bandes qui les enroulaient autour de leur mollet. On a le mot godillot. Alors le mot godillot, c'est juste en dessous. Le godillot, c'est la chaussure du soldat. Et donc ils arrivent tous avec leurs blessures, on voit des taches de sang un petit peu partout, au niveau de leur tête, au niveau de leurs jambes, au niveau de leurs bras. Et ils viennent réaliser une mission spéciale de vérification.
Alors maintenant qu'on a vu ce début de livre, vous allez prendre votre dossier et vous allez répondre à la première question. D'après toi, quelle grande mission de vérification les soldats viennent-ils faire selon toi? Alors je vous laisse appuyer sur pause sur cette vidéo, je vous laisse répondre dans votre dossier, et quand vous avez répondu l'idée que vous avez pour cette mission spéciale de vérification, eh bien vous pouvez reprendre la lecture de cette vidéo pour découvrir la suite de l'histoire. La suite. Le cortège brinque-ballant arriva près de l'église Saint-Paul, où le lieutenant fit s'immobiliser la compagnie. Il sortit de sa poche la liste des 288 hommes de Rezé tombés un peu partout, sur et pour la France, et exigea d'eux un garde à vous qu'aucun ne pouvait tenir. « Sergent Saurin, faites l'appel !» ordonna-t-il agacé. Saurin rejeta vers l'arrière ce qui lui restait de casque. On aurait pu y égoutter des nouilles par les trous d'éclat d'un shrapnel allemand. Je peux bien lire, mon lieutenant, à la mémoire, faut pas m'en vouloir, j'ai plus toute ma tête. » Donc sur cette illustration, on apprend que les soldats viennent se ranger difficilement devant l'église Saint-Paul. Le lieutenant fait l'appel de ses soldats, demande au sergent de faire l'appel, c'est-à-dire d'appeler chacun des soldats composant le rang. Et Saurin, son sergent, qu'on voit à droite de l'image avec la moustache noire, explique que c'est compliqué pour lui de se rappeler de tous les noms des soldats parce qu'il n'a plus toute sa tête, ça veut dire qu'il a des problèmes de mémoire. Mais c'est un jeu de mots un petit peu triste parce que quand on regarde l'illustration, il a reçu certainement un éclat d'obus au niveau de la tête. Et on a même des précisions parce qu'on nous dit que son casque est criblé de trous, ça veut dire qu'il a reçu des projectiles qui ont fait un trou dans son casque, comme si c'était une passoire pour égoutter les nouilles. Et il faut savoir qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, il y avait des projectiles, des munitions allemandes qui étaient envoyées, des obus, qui quand ils éclataient, projetaient des petites billes en métal partout autour d'eux, et c'est ça que le sergent Saurin a dû recevoir. Et un autre passage à vous expliquer dans cette page, il est dit que le garde à vous est difficile à tenir pour les soldats. Vous imaginez bien qu'avec toutes leurs blessures, se positionner en garde à vous, comme vous avez pu voir lors de la cérémonie du 11 novembre pour ceux qui y étaient, ça devient très difficile. Monty de Rezé aurait bien souri du terrible humour de Saurin, mais il ne pouvait plus. La balle qui lui avait traversé l'abdomen le faisait à jamais grimacer. Elle tournait dans son ventre avec l'obstination d'une horloge comtoise. Il insista. Saurin s'exécuta, à voix basse, pour ne pas inquiéter le voisinage. « Bardin ! Présent ! Bernard ! Zan ! Blourde et Bougeot ! Présent !» Brosseau, Cudjat, du 18 septembre 1916 et trépassé à Bar-le-Duc, confirma sa présence au ras du sol. Lauzon, Massé, Monnier, Monty, Perrault, Rodor, Rontard, tous les morts étaient présents. Et Visonneau fermait le banc. Donc l'appel se fait. Vous voyez Saurin avec l'éclat d'obus au niveau de son casque, qui appelle tous les soldats, qui répondent présents. Alors on apprend qu'un soldat Brosseau est Cudjat, alors c'est une expression avec un mot peut-être un petit peu familier, mais c'est un mot qui signifie qu'il a perdu ses jambes tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on voit sa tête. Je vais vous la mettre en couleur à nouveau. On voit sa tête ici, là, donc je mets du jaune, plus près du sol, parce qu'il n'a plus l'usage de ses jambes, tout simplement. Tous les morts de la compagnie sont présents pour cette mission spéciale de vérification. Voilà près de 100 ans qu'ils étaient tous morts. Le temps d'une vie d'homme s'était écoulé, et aujourd'hui ils voulaient enfin savoir. Vérifier qu'ils avaient fait la guerre pour que cela en vaille la peine. Leur peine. « Qu'on n'est pas mort pour rien, quoi !» lança Soulas, en dressant vers l'obscurité du ciel sa main ouverte, celle qu'il n'avait pas perdue dans la première ligne des Vosges, dans les premières neiges des Vosges. Du fond d'une sacoche percée, Monty de Rezé fit remonter une vieille carte entre les ailes blanches de ses gants. En grimaçant, il perça le brouillard du regard pour tenter de reconnaître et de répartir ses troupes. Alors vous allez maintenant pouvoir prendre votre dossier et répondre à la deuxième question. On vient de découvrir, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, que veulent savoir les soldats
Que viennent-ils faire? Quelle est cette mission spéciale de vérification qu'ils sont amenés à démarrer? Donc vous pouvez appuyer sur pause le temps de répondre à la question et vous reprenez la lecture ensuite. À Saurin, Monnier et Blourde revint le carré des rues autour de l'ancienne école. Monnier, le tranquille instituteur, dont l'écriture si régulière faisait envie, aurait bien fait savoir 2 ou 3 choses importantes aux enfants. Il caressa les murs du bâtiment d'un doigt tremblant, sans rien oser y écrire, puis à son habitude, passa son pouce sur son front, comme pour en chasser la pastille écarlate qui le marquait. Il était tombé, à Gournay, d'une seule balle entre les 2 yeux, le 15 juin 1918. Les 3 hommes dévisageaient la ville lorsque Blourde rompit brusquement le silence. « Attention! Une automobile qui fonce comme une balle !» lança-t-il en pointant son doigt sur une voiture qui filait au loin. Du carrefour suivant, les soldats découvrirent, effarés, de grandes boîtes vitrées où des gens semblaient vivre les uns au-dessus des autres. Et rue Vigier, une petite maison les intrigua, sérieusement. La seule dont les volets n'étaient pas fermés. Sur son toit, une sorte de fourche râteau était amarrée à la cheminée et un feu bleu éclairait sa fenêtre. Donc là, on voit les soldats déambuler dans les rues. Ils découvrent le monde actuel, 100 ans après la guerre, et ils sont surpris parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, les grandes boîtes vitrées dont ils parlent, eh bien, ce sont des appartements qu'on voit au fond de l'image, en arrière-plan, qui n'existaient pas à l'époque de la Première Guerre mondiale. La fourche râteau sur le toit de la maison, bien c'est une antenne télévision, la télévision n'existait pas en 1918. Et puis il y a cette histoire de feu bleu qui éclairait la fenêtre, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que ça va être la question qui suit. Je poursuis un tout petit peu la lecture avant la 3e question. Les 3 soldats prirent position en embuscade derrière des buissons. Le sergent Saurin déplia son périscope et l'ajusta au-dessus du parapet du jardinet en direction de l'étrange lueur. C'est une sorte d'orage domestique qui jaillit d'une caisse sombre. S'éclairerait-il avec des éclairs? Oh, j'étais sûr que la société ferait des progrès, et le progrès des avancées, commenta Monnier ébloui. Raconte, Saurin. C'est un cinématographe qui garde les images collées sur sa vitre, et coloriées comme les belles cartes postales, ces visions, et qui parle en plus. D'après toi, que voit le soldat Saurin à l'aide de son périscope? Donc pour cette 3e question, je reviens en arrière. Vous voyez que le soldat Saurin a sorti son périscope. Voilà, c'est l'objet qu'il tient dans les mains. Et il voit à travers la fenêtre quelque chose. Ce feu bleu dont on a parlé juste avant. Et je vous demande de me dire, si vous savez, de quoi il s'agit. Donc ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Je vous laisse y répondre. Et la suite de l'histoire, la suite et la fin de l'histoire, ça sera pour demain, avec la 2e vidéo que je vais préparer.